Tov, Chaim, on va parler de la paracha de Bereshit, c'est-à-dire maintenant, la paracha de Bereshit, Béhémet, qu'on peut en parler toute une vie, d'accord? Alors, c'est vrai pour toutes les parachiotes, mais peut-être encore plus pour la paracha de Bereshit, parce que il y a là-bas, on va dire, toutes les questions existentielles de la création du monde, la création de l'homme, pourquoi on est là, comment les choses ont été faites. Donc c'est peut-être encore plus à la racine de toute pensée, de toute question. Donc, Béhémet, que on pourrait y passer une année, mais alors nous on va parler seulement de 2 psukim, d'accord, de toute la paracha, mais ces 2 psukim là, ils vont nous ouvrir vers un concept qui est extrêmement large, d'accord. Il nous permet d'expliquer un très grand nombre de phénomènes. Dans peut-être introduction juste avant, le Ramban nous dit que toute la Torah, elle s'explique en pardes, ok, pardes, vous l'avez. Pshat, Remez, Drash, Sod, d'accord? Donc il y a des niveaux de compréhension. Pshat, ça veut dire le sens simple, d'accord? Je sais pas moi, si on dit qu'Abraham il est allé à Beersheba, bah, ça veut dire qu'Abraham il est allé à Beersheba. Ok? Le Remez, c'est des allusions. Donc allusion, c'est-à-dire ça fait allusion à, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, mais en fait il y a quelque chose derrière. Ensuite, on aura le drash, ça va être plus des paraboles un petit peu plus lointaines, et le sod, ce sera ce qui, on va dire, à la fois le plus caché, mais en fait à la fois le plus fondamental, d'accord? Et en fait, tous les psukim de la Torah, toute la Torah tout court, on peut l'étudier sous ces différents degrés de profondeur, mais le Ramban nous dit que pour la paracha de Bereshit, enfin pas toute la paracha de Bereshit, mais on va dire la partie qui parle du tout début, quoi, qui parle de la création du monde, de la création de l'homme, etc., cette partie-là n'a pas de pshat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça n'a pas de pshat? Donc il n'y a que remez, drash, sod. Ça veut dire que quand on nous dit que, par exemple, le serpent a proposé à Chava quelque chose, ça ne s'est pas passé dans le monde qu'on connaît nous, le monde matériel, le monde que nous on connaît, d'accord? Ça s'est passé, mais dans des mondes qui nous dépassent, d'accord? Dans des mondes plus intérieurs, on va dire comme ça. Donc c'est une exception, et nous on va parler justement de cette partie-là, d'accord? La partie justement qui parle de la création de l'homme. Alors regardez, le Perek Aleph, le Pasuk Kav Zayin, d'accord? Donc je lis, Vaivra Elohim et Adam Betzalmo, Betzelem Elohim bara oto, Zachar unikeva bara otam, d'accord? Donc Dieu a créé l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il l'a créé. Zachar unikeva bara otam, masculin ou féminin, il les a créés. Mais c'est-à-dire, il y a des questions sur ce passouk, on va pas maintenant en parler. Par exemple, la répétition, d'accord, et Adam Betzalmo, ensuite Betzelem Elohim bara oto. Mais ce que je veux faire ici, en fait, c'est une comparaison avec un passouk qui vient beaucoup plus tard, qui vient au chapitre 2, d'accord, au Perek Bet, passouk Yotret. Donc c'est un Perek plus loin. C'est important de le dire parce que justement ça va faire partie de la contradiction, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit ce passouk là-bas? Donc au Perek Bet passouk Yotret, Vayomer Hashem Elohim. On peut aussi remarquer que ici c'est pas exactement le même nom de Dieu qui est employé, mais on va pas en parler non plus, d'accord? Hashem Elohim et pas seulement Elohim. Vayomer Hashem Elohim, Lo tov heyot Adam levado. Et c'est lo aizer kenegdo. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide contre lui. On va pas non plus faire la dracha connue de une aide contre lui. D'accord? Qu'on dit à tous les mariages, que si ça se passe bien, c'est une aide, ça se passe bien, c'est contre lui. Mais c'est là. Moi, ce que je veux que vous trouviez là, c'est une contradiction entre ces 2 psukim, donc vous l'avez devant vous là, entre le pasouk, donc au Perek Aleph, pasouk Kazen, qui se passe avant, ça qui est important aussi, et, a priori en tout cas, et le Perek Bet, passouk Yutret. C'est quoi les contradictions? Qu'est-ce que vous en pensez? On va résumer ce que vous avez dit, mais vous voyez ce qu'on a fait maintenant. Vous connaissez cette phrase Roshi Lifne Rashi. Vous connaissez cette phrase ou pas? Ça veut dire ma tête, ok? Donc avant de voir Rashi. Donc ma réflexion avant de voir Rashi. Pourquoi c'est important? Parce que si on étudie directement Rashi ou des autres commentateurs, on peut en fait passer à côté de comment est-ce que les psukim eux-mêmes m'interpellent, d'accord? De créer la question chez nous. En fait, si nous, on n'a pas la question auquel les commentateurs viennent répondre, eh ben, on peut même passer à côté finalement de leur réponse quelque part. On va peut-être savoir répéter ce qu'ils ont dit, on va intégrer directement leurs commentaires, mais ce sera pas vivant chez nous, on sera pas passé par le questionnement.
Et donc, en fait, leur réponse ne va même pas tellement faire écho chez nous. C'est-à-dire, donc, en fait, Roshi, Lifnei Rashi, d'accord? Donc, on lit, on voit, on essaie de comprendre, etc. Et ensuite, on regarde Rashi. Donc, vous pouvez retourner la feuille où il y a Rashi. Donc, sur le pasouk Kavzaïn du Perek, donc sur le premier pasouk qu'on a lu. Et il dit comme ça. Donc, toujours, hein, je le répète, le klal, quand on étudie Rashi, donc le grand principe, c'est de se poser la question: à quelle question Rashi vient-il répondre, d'accord? Parce que il la dit pas toujours, d'accord? Des fois, mais pas toujours. Des fois, directement, il nous dit un pérou, d'accord, un commentaire, une interprétation, mais pas toujours. Il nous dit qu'est-ce qu'il a interpellé ou pourquoi est-ce qu'il nous donne cette interprétation maintenant. Et là, par exemple, c'est pas marqué la question, d'accord? Donc c'est quoi la question? On va voir d'abord ce qui répond et en fonction de ça, on va la répondre. La question qui s'est posée, d'accord? Donc, Zachar ou Nekeva bara otam, ça c'est ce qu'on appelle le Dibour Amatril, donc c'est la citation du Passouk que Rashi vient expliquer. Et c'est hyper important, parce qu'en fait, c'est seulement si on a la bonne citation qu'on peut comprendre c'est quoi la question qui vient poser, d'accord? Ça veut dire, dans la citation, il y a apparemment quelque chose qui l'a dérangé, et qui vient donc commenter, interpréter. Donc, Zachar ou Nekeva bara otam. C'est ces mots-là qui après l'ont dérangé, d'accord? Donc masculin ou féminin, il les a créés. Et nous dit Rashi, ou les Alan ou Omer, et pourtant plus loin, il dit, c'est où plus loin? Bah, c'est dans le Perek Bet Kaf Alef, c'est pas exactement le passage qu'on a lu, mais c'est juste après. Deux points, ouvrez les guillemets ici. Vaikar achat mitzal rotav, etc. Et il lui a pris une de ses côtes. Alors il dit ici Végomer, donc etc. Mais c'est quoi pour en faire la femme, d'accord? Donc, finalement, c'est quoi qui a dérangé d'après vous? C'est-à-dire, comment tu dis dans ce pasouk-là qu'il est créé déjà masculin ou féminin, alors que finalement, c'est plus tard qu'il va créer la femme. Donc, à ce moment-là, il n'est pas encore créé masculin ou féminin. Nous, on n'a pas posé la question comme ça, on a posé la question sur le mot levado. D'accord? Comment tu peux dire au pasouk Yutret du Perek Bet, il n'est pas bon que l'homme soit levado, il soit seul, alors que au Perek Aleph, on nous dit qu'il a déjà été créé masculin ou féminin. Donc, a priori, c'est une contradiction, d'accord? Au Perek Aleph, a priori, sont deux. Ok, il y a deux entités, masculin ou féminin. Et au Perek Bet, il y a marqué que pourtant, il est seul. Donc voilà la contradiction qui a dérangé Rashi. Alors, on peut noter, on peut même commencer à répondre en disant qu'il n'y a pas vraiment marqué homme et femme, d'accord? Il y a marqué masculin ou féminin, d'accord? Zachar ou Nekeva, alors que pour les termes qui seront employés après, ce sera plus, il n'y a pas marqué ish ve isha, d'accord? C'est vrai. Mais on voit que Rashi, il va pas aller dans ce sens-là. Et alors, intéressant, il va pas non plus répondre dans le pshat, alors que c'est vraiment son combat, d'accord? Le combat de Rashi, c'est justement, il le dit plusieurs fois, il vient les Yachev et Apshat, d'accord? Il vient essayer de nous faire comprendre vraiment le sens simple. Et il sait très bien qu'il y a d'autres sens, hein. Il sait qu'il y a Remes, Drash, Sod, etc. Mais lui, son but, c'est vraiment qu'on puisse ouvrir un Chumash et s'en sortir avec les contradictions de Pshat. C'est ça son but. Et pourtant ici, entre guillemets, il va pas y arriver, d'accord? C'est-à-dire que il va pas nous répondre une explication de pshat. Par exemple, je sais pas, moi, c'est non, en fait, ce pasouk là, c'est passé après l'autre, et donc il n'y a pas de contradiction, quelque chose comme ça. Il va pas dire ça. Directement, il va dire Midrash Agada. Alors ici, je sais pas, c'est parce qu'il a pas trouvé d'explication dans le pshat, parce qu'il a voulu ramener un Midrash, mais en tout cas, ici, il ramène directement un Midrash. Et il le dit, d'accord? Il dit, c'est un Midrash Agada. Donc en fait, quelque part, ça nous laisse un peu avec notre contradiction dans le monde du pshat, mais au moins on a une réponse dans le monde de la Haggadah. Alors ça concorde avec ce qu'on a dit concernant le Ramban, qu'en fait il n'y a pas de pshat dans dans ce début de paracha, et donc en fait il nous ramène une réponse, mais qui vient d'un midrash. Donc en fait pas de quelque chose qui s'est forcément passé réellement dans le monde concret qu'on connaît, mais quelque chose qui vient faire allusion à des concepts spirituels, ok, à quelque chose d'un peu plus profond, de plus élevé, de plus intérieur, de plus fondamental peut-être que le monde du pshat. Et donc, venez, on lit ensemble, il y a marqué Midrash Agada, c'est un Midrash, chez Nivreu Shne Partsufim Bria Rishona, Ve'acharkar Chilkan, qu'ils ont été créés Shne Partsufim, on pourrait traduire double face, d'accord?
Bria Rishona, d'une première création, et ensuite il les a séparés, d'accord? Je pense que c'est quelque chose que oui, vous avez entendu déjà, qu'en fait, donc, cette créature qu'on appelle l'homme, qui est donc créé masculin ou féminin, il est créé, donc au Perek Aleph Pasuk Kaf Zayin, il est créé d'abord une première création, je sais pas si on peut dire un premier essai, mais on va dire, c'est comme ça qu'il arrive c'est sa première manière d'apparaître, cette création qu'on appelle l'homme, il est créé double face, ok? Donc, je sais pas, une face masculin et une face féminin, d'accord? Double face, Shne Partsuvim, et ensuite, il les a séparés. Quand est-ce qu'il les a séparés? Eh ben, au Pasuk, qu'il ramène Rashi, d'accord? Le Perek Bet Kaf Aleph. Vaikar Chachat Mitaotav, et il a pris une de ses côtes, d'accord? Donc là, c'est pas une côte forcément, c'est une de ces deux faces, d'accord? Et il les a séparés. Mais c'est là. Donc, si on résume, quand il y a marqué il n'est pas bon que l'homme soit seul, eh ben, pourquoi est-ce qu'il est seul? Parce qu'en fait, il est oui masculin et féminin, mais dans une seule et même entité. Et donc, ça s'appelle être seul. Et ça, c'est pas bon, d'accord? Et donc, en fait, on va le séparer et faire une partie masculin et une partie féminin. C'est-à-dire, donc, sur ce processus-là de la création de l'homme et de la femme, on va dire, on a un concept qui vient de la Kabbalah, qui s'appelle Sod HaNesira, qui est donc le secret de la scission, qui vient en fait à partir de l'explication de la création de l'homme, okay, de l'homme avec un grand H, okay, donc l'homme et la femme, mais sous plusieurs étapes, qu'on va voir maintenant. Il vient en fait nous dire que c'est pas seulement l'homme qui est créé comme ça, mais c'est tout un schéma de plusieurs processus en fait qui sont à la base même de la création, et donc on peut comprendre en fonction de ça, de ces étapes-là qu'on va voir maintenant, on va dire comment marchent ces processus-là, d'accord? Donc si je vous posais la question maintenant, d'après vous, en combien d'étapes, du coup en fonction de ce qu'on a vu, en fonction donc des deux psukim qui se contredisent, de Rashi qui amène un terout, une explication, en combien d'étapes l'homme avec un grand H a-t-il été créé? Qu'est-ce que vous dites? Ok, donc si on résume ce qu'on a dit, les trois étapes, d'accord, elles sont appelées comme ça. La première, elle est appelée Achor, B-Achor, d'accord, on a traduit par dos à dos. La deuxième, eh ben, c'est la Nessira, d'accord, donc la séparation. Et la troisième, donc c'est vrai qu'elle n'est pas marquée ici dans les psukim, d'accord, on l'a vu, mais donc on a dit c'est le retour, donc finalement la reconnexion de l'homme et de la femme, mais cette fois panim elle, panim, ok, donc face à face. Donc ça c'est les trois étapes, on va dire techniques, d'accord, mais comment est-ce qu'on comprend ces trois étapes, à quoi elles font référence? Ça c'est le Rav Kook qui va nous expliquer de manière un peu plus claire. Et il va nous dire qu'on a finalement, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la première étape et la troisième, d'accord? Dans la première étape, l'homme et la femme sont connectés, ils sont très connectés, ils sont un, d'accord? Ils sont vraiment un. Et dans la troisième aussi, ils sont un, d'accord? Donc c'est quoi la différence, finalement? Il y a plusieurs manières d'expliquer, mais on peut dire que ça, la différence sera quoi? Ce sera le choix, okay? Le fait que ce soit voulu, ce sera peut-être la conscience, d'accord? La conscience que finalement, on est deux. D'accord, donc ici il n'y a pas de conscience. La preuve, c'est appelé l'évado. Il est seul, alors que pourtant ils sont masculins ou féminins. Mais cette entité-là se sent seule. Et donc, selon le Rav Kook, en fait, la première étape, c'est une étape qu'on peut appeler instinctif, d'accord? Instinctif, naturel, ok? Ensuite, il y a séparation. Et ensuite, il y a choisi. Pourquoi instinctif naturel? Ici, dans Achor Be'achor, par exemple, parce que on va dire que dans cette entité-là qui s'appelle homme, qui s'appelle Adam, mais qui est masculin ou féminin, eh ben, c'est pas conscient qu'on est masculin ou féminin. C'est-à-dire, on vit ces deux parties-là de manière complètement naturelle, instinctive, non choisie, non consciente, non séparée. Ok, l'exemple serait quoi? Ce serait par exemple moi et mon bras droit. D'accord? Je vous dis pas aujourd'hui bonjour, je suis venu avec mon bras droit. Pourquoi je vous dis pas ça? Parce que je suis venu. D'accord? Quand je dis je suis venu, bah ça comprend aussi cette partie-là de mon corps. D'accord? C'est pas deux choses différentes. Donc c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu pareil. À ce moment-là,
le masculin et le féminin de l'homme sont en fait une seule chose totale, sans en avoir conscience et sans que ce soit choisi. Et cette chose-là, apparemment, n'est pas bonne. Il faut passer par une séparation pour ensuite se retrouver panim el panim. Et c'est seulement ce retour panim el panim qui est capable d'ailleurs de donner la vie. Mais ça a l'air qui est fertile, et cette situation-là ne l'est pas, d'accord? Maintenant, ce concept-là, d'accord, il parle de la création de l'homme et de la femme, mais en fait, on va le retrouver dans énormément d'autres processus, d'accord? Alors peut-être, on va, oui, expliquer concernant l'homme et la femme, le couple, le zivou d'Achron, vous avez tous entendu parler que, par exemple, avant la naissance, l'homme et la femme sont une seule et même neshama qui ensuite vont se séparer dans deux corps différents et se retrouver lors du mariage. Besséder. C'est vrai, mais on va dire il y a des exemples qui sont un peu plus parlants même pour nous-mêmes. Par exemple, chaque individu, d'accord, il passe par un moment dans sa vie où il est enfant, d'accord, il est yéled. Et quand il est yéled, finalement, il y a beaucoup de choses qui vit de manière instinctive. D'accord? On va parler, par exemple, du rapport au mitzvot. D'accord? Un enfant qui grandit dans une famille religieuse, par exemple, et ben, je sais pas, moi, il voit ses parents faire Netilat Yadayim, ok? Et donc, il va imiter. C'est comme ça qu'un enfant apprend, ok? Donc, il refait ce qu'il voit autour de lui. Et donc, il va faire Netilat Yadayim, mais de manière complètement instinctive, naturelle. Pour lui, les gens qui font pas Netilat Yadayim, ça n'existe pas, c'est bizarre, il n'en a pas conscience en tout cas. Et il se pose pas le matin la question, attends, est-ce que je vais faire Netilat Yadayim ou pas? C'est quelque chose qui est dans le vécu, c'est vécu de manière donc instinctive et naturelle. Voilà, donc il a un rapport à ça qui est un rapport de dos à dos en fait, c'est très très collé à lui, mais c'est pas tellement ni choisi ni conscient, ok? Il va grandir et arriver à une période très sympathique qu'on appelle la crise d'adolescence. Et la crise d'adolescence, eh ben, c'est une séparation. Mais ça a l'air, donc, ado, ok? Et la période de l'adolescence, c'est le moment où, en fait, il va se séparer des valeurs qu'il a reçues, d'accord? Alors, pas pour forcément les rejeter, mais juste pour exister, d'accord? Ça veut dire que il a besoin de définir son identité. Donc ça s'appelle se chercher, d'accord? Il se cherche, mais qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Qu'est-ce que je prends pas? Qui suis-je, d'accord? Et donc je vais pas faire Netilat Yadayim parce que mon père m'a dit de faire Netilat Yadayim, d'accord? Donc je le fais seulement si j'ai réfléchi, si j'ai choisi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Ça va être une période comme ça de questionnement et donc de séparation. Ce n'est plus quelque chose qui est vécu de manière facile, sans y penser, naturelle. J'ai une sorte de recul par rapport à toutes sortes de choses, et donc c'est cette période-là de séparation, d'accord? Et puis la troisième étape, on espère en fait qu'il va grandir, qu'il va continuer sa route, et puis qu'il va réfléchir, étudier, comprendre, s'identifier, et donc en fait refaire Netilat Yadayim, pour prendre cet exemple-là, mais de manière choisie, voulue, consciente. Donc ça fait partie de son identité d'adulte, il a choisi librement, d'accord? Donc c'est ces trois étapes qu'on retrouve dans la vie de toute personne, et c'est vrai pour beaucoup de... Réfléchissez, vous allez voir que ces trois étapes-là, elles se retrouvent dans beaucoup de cas, beaucoup de processus qu'on passe, d'accord? Peut-être même qu'il y a le côté thèse, antithèse, synthèse qui est un petit peu lié avec ça, je sais pas, un jour quelqu'un m'a parlé que dans les scénarios de livres, de films, il y a aussi comme ça trois étapes. C'est possible, d'accord? C'est à la base, en fait, du monde dans lequel on vit. On peut donner un autre exemple qui ressemble à celui d'avant un petit peu, c'est par exemple dans le rapport, on va dire, à la Avodat Hashem, okay, au mitzvot qu'on fait. On peut faire les mitzvot de manière automatique, puis il y a une faute, donc automatique c'est toado, puis il y a une faute, c'est une séparation, et puis il peut y avoir un retour, d'accord? Le retour, alors il y a deux retours, ok, par crainte ou par amour. Par amour, c'est, bon, par crainte c'est juste pour ne pas avoir de punition, et par amour, Ron Ahava, Gematria Echad, c'est-à-dire je fais un avec la chose, c'est-à-dire que je m'identifie avec cette chose-là. Donc en fait, une teshuva par amour, c'est que finalement, je reviens vers les mitzvot parce que je les ai voulus, parce que je m'identifie, parce que je les ai choisis. Donc c'est aussi ces trois étapes-là qu'on peut retrouver. Maintenant, le Rav Kook, il va avoir un énorme chidouche, et en vérité, c'est très classique, quelque part, de la Torah du Rav Kook, c'est d'expliquer que ce qui est vrai chez l'individu sera vrai dans le collectif, d'accord? Et donc en fait, il va prendre ces trois étapes-là, et il va dire que
elle se trouve aussi dans l'histoire globale de Am Israël. Ok, parce que le Rav Kook vit dans une période très très particulière de l'histoire du peuple juif, et c'est quelque part comme ça qu'il va l'expliquer. Donc on va l'expliquer rapidement. En gros, il va dire que pendant le moment de la Galoute, le peuple juif a un rapport à la Torah qui est un rapport très 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 instinctif, très intrinsèque, et pas forcément, on va dire, choisi ou conscient, dans le sens où on se pose même pas la question. Ok, il y a énormément de juifs qui vont se sacrifier pour la Torah, mais sans même y réfléchir, d'accord. Ça n'existe pas tellement pendant 1500 ans, presque plus, des juifs laïcs, d'accord, qui se définissent comme étant juifs, mais aucun rapport avec la Torah et les mitzvot. Quelqu'un qui n'est pas religieux pendant 1500 ans, qui décide de choisir, qui décide de ne plus faire la Torah, il sort directement de la communauté. Il n'y a pas tellement ce choix-là, on peut dire, parce que c'est forcé. C'est possible que ce soit forcé. Mais même si ça vient de l'extérieur, ça vient pas tellement à l'esprit des Juifs pendant 1700 ans de se redéfinir différemment que par rapport à la Torah et aux mitzvot. D'accord ? C'est important à comprendre. Donc c'est voilà tout le principe du shtetl, pareil en Afrique du Nord et dans les autres endroits où finalement les Juifs vivent entre eux. Ils ont une vie de Torah qui est, mais alors, florissante, malgré toutes les difficultés, les pogroms, etc. Mais leur vie tourne autour de la Torah, tourne autour du Rav, tourne autour des fêtes, etc. Autant qu'ils peuvent, et ça vient à l'esprit de personnes de vivre différemment, d'accord ? Et puis on a donc dans les événements historiques, c'est jamais tu vois, exactement un moment T. C'est des processus longs. Mais on va dire juste comme ça pour un peu mieux comprendre, on va parler de la Révolution française, d'accord ? Donc 1789, liberté, égalité, fraternité. Et là, on donne à tout le monde, et donc aux Juifs aussi, le droit d'être des citoyens comme tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est plus obligé de vivre dans des shtetl, on n'est plus obligé de vivre ce mode de vie-là qu'on a toujours connu. On peut en fait s'émanciper. Et c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une émancipation. Et là, très très vite, on va passer donc, je sais pas moi, de 100%, 80%, je sais pas, de juifs qui se définissent comme religieux, qui ont une identité thoraïque très forte, à 20%. D'accord, 20% qui vont se définir comme des juifs croyants dans la Torah et respectueux des mitzvot, etc. Et tous les autres, en fait, ils vont aller à l'université, ils vont s'émanciper, ils vont avoir de très bonnes questions, ils vont revenir avec ces questions chez les rabbinim qui vont pas vraiment savoir répondre. Le Rav Kook dira que c'est parce que les réponses se trouvent dans les profondeurs de la Torah, qui n'ont pas été assez étudiées, etc. En tout cas, il va se passer un processus de sécularisation, on appelle ça, d'accord ? Donc les Juifs vont devenir moins religieux, mais en restant, en voulant se définir comme Juifs, d'accord ? Mais pas par rapport à la Torah. Il va y avoir donc cette fameuse séparation. Et cette séparation va engendrer énormément de choses, d'accord ? Donc on va pas maintenant parler de la création, enfin de l'État d'Israël, du sionisme, etc., qui a été fait, pas au début d'ailleurs, mais à un moment qui a été énormément poussé par le mouvement sioniste, qui était un mouvement pas religieux, donc issu en fait de gens qui se sont émancipés ou dont les parents se sont émancipés, etc. Et le Rav Kook vit à cette époque-là. Et donc en fait, il faut qu'il explique. Mais là, juste pour voir vraiment de manière très très générale, donc on se trouve dans cette période-là de séparation. Mais c'est très important de comprendre qu'en fait, on est en chemin vers la troisième période, la troisième étape d'Aaron qui s'appelle Panim El Panim. Donc ça voudrait dire quoi ici ? Un retour de Am Israël à la Torah, mais cette fois de manière voulue, de manière comprise, de manière consciente. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, d'accord ? Pour décider de faire quelque chose, t'as un acte. Bon c'est rien, ok, voilà, mets les tefilines, c'est tout, c'est la même personne avant, pendant, après, mais c'est-à-dire au niveau de la halakha, il a accompli quelque chose, il s'est acquitté, mais malgré tout, son cœur, ses idées, ses ressentis, ses pensées n'ont pas évolué, d'accord, pour faire changer quelqu'un de l'intérieur, et un peuple encore plus, alors des pensées, des aspirations, des idées, ça prend énormément de temps, mais c'est quand même très important de savoir à quelle période de l'histoire on se trouve. D'accord ? C'est des très très longs processus historiques qui peuvent d'ailleurs parfois être accélérés énormément. On va en parler dans 2 secondes. Mais
juste déjà d'avoir entre guillemets les bonnes lunettes, de regarder, de prendre du recul, un zoom out comme ça sur l'histoire, 2000 ans d'histoire, même plus, et de te dire ok, à quel moment je me trouve moi de l'histoire. Et c'est hyper important parce que comme ça on peut mieux comprendre déjà notre génération, l'actualité même, et mieux savoir comment participer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vers quoi on va? Ok, pas toutes les générations ne se ressemblent. Il n'y a pas à toutes les générations qu'il faut faire exactement les mêmes projets. D'accord? Il faut servir Hachem à toutes les générations. Mais comment? C'est-à-dire de quoi ma génération à moi, elle a besoin. Ok, c'est hyper important de se dire ok, même si la société israélienne a l'air de ce qu'elle a l'air, d'accord. Si on va à Tel Aviv, on est choqué. Plein de gens me disent, mais voilà, c'est mieux là où j'habite à Paris. Dans tel endroit, il y a plus de religieux, il y a plus de Torah, il y a plus de trucs quand je me balade dans tel endroit en Israël. Et donc, du coup, on va faire une conclusion. On va dire donc il vaut mieux, etc. Mais si on prend un zoom out et que on regarde les choses en grand et qu'on se dit d'accord qu'en fait il y a un processus de retour, un processus qui est long, alors en fait on arrive à voir la même réalité, mais comme j'ai dit, donc avec les bonnes lunettes, c'est-à-dire avec la bonne interprétation. Ok, ça veut dire que le peuple juif, après 2000 ans d'exil et après être passé par toutes sortes de processus, petit à petit revient. Et donc, on peut regarder ça différemment et mieux comprendre et donc mieux pouvoir participer. Et là, donc, je veux dire encore, voilà. Et là, certains disent, d'accord, que les processus se sont passés. Alors encore une fois, d'accord, c'est en très gros. Mais on va dire depuis la Révolution française, finalement, on a fait entre guillemets que descendre, d'accord, au niveau, on va dire, de l'attachement du peuple juif dans sa globalité à l'identité thoraïque. Jusqu'à 1973, la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, on va pas expliquer vraiment maintenant pourquoi, mais ça a été un gros choc, une prise de conscience énorme. Parce qu'en fait, 48 et 67, on est encore comme ça dans le fait que le projet sioniste marche bien, que ça avance, etc. Il n'y a pas encore de remise en question identitaire de qu'est-ce qu'on est venu faire ici finalement. C'est-à-dire que le projet sioniste qui a commencé en étant, on va dire, un refuge pour les juifs, finalement, on y est arrivé, on commence à construire, les gens reviennent, et il y a beaucoup de choses à faire, donc on s'occupe beaucoup du corps, on s'occupe du corps de l'Israël du côté matériel, et il n'y a pas encore vraiment de question, mais pourquoi tout ça? Et Yom Kippour, qui est un jour très important dans la conscience juive générale, et là on est attaqué, et en fait, militairement, on a gagné, mais pas dans la conscience, il y a quelque chose qui a été brisé, et il y a eu une remise en question de beaucoup de gens, et en fait, à partir de là, il y a un mouvement de Teshuvah, finalement, alors qui est beaucoup plus lent que celui-là, d'accord, mais qui avance petit à petit. C'est des chiffres, je sais pas trop comment ils font les chiffres. Les gens qui font Tisha B'Av, les gens qui veulent un Beth Amikdash, il y a des sondages comme ça, mais en tout cas, petit à petit, le peuple juif fait Teshuvah petit à petit, et voilà, on est encore trop proche, mais on peut quand même penser à Simchat Torah, d'accord, que certains appellent le 7 octobre dernier, qui a aussi engendré et engendre et va engendrer énormément de changements aussi dans ce schéma-là. Mais au moins, on a le schéma en gros, d'accord. On a le schéma en gros qu'en fait, on est dans des générations de retour, des générations de panim el panim, de retour à l'identité, de retour à nous-mêmes, d'accord. C'est important parce que vous êtes aussi dans des années comme ça, ok, un petit peu après la crise d'adolescence, ça dépend pour qui, et donc de choix, de définition d'identité, etc. Mais ça c'est au niveau personnel, mais au niveau collectif, et ça prend du temps. On est dans ces années-là, et c'est très important de le garder en tête quand on voit des phénomènes devant nous dans le peuple juif qui sont très choquants. D'accord, quand on voit des partis politiques ou des groupes de gens s'affronter en Israël sur certaines idées, on se dit mais attends, je comprends pas, on n'a pas passé déjà cette histoire de haine gratuite, et puis bon, bien sûr les informations, les réseaux sociaux vont nous montrer que les choses choquantes, beaucoup moins les belles choses qu'il y a dans ce peuple. Il y a énormément de belles choses,
Et donc, on peut être choqué et se dire, mais est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut soutenir ce processus-là? Comment on le soutient? Peut-être qu'il faut rester en dehors, il faut se détacher, etc., etc. Donc, quand on a, on va dire, le schéma global, ça aide quand même à prendre de la patience, à voir d'ailleurs les bonnes choses qui se passent, d'accord? C'est ce truc depuis la guerre de Kippour, c'est quelque chose qui est mesurable. Et, même si c'est long, et à participer comme on veut. Bon, c'est vraiment comme ça, avec, tu sais, à Mazlek, je sais pas comment on dit en français, avec le bout de la cuillère. C'est-à-dire, on a juste touché le concept, on a un petit peu expliqué, on a vu dans quel domaine il peut apparaître. À vous de réfléchir un peu vers où ça va, où est-ce qu'on voit ces choses-là, qu'est-ce qui est lié avec ce qu'on a appris aujourd'hui. Juste comme ça, on finit avec un petit cadeau entre guillemets que le Rav Kook nous donne dans un autre texte. Il dit comme ça que le retour vers la religion peut se passer, et encore une fois c'est des processus longs, par 4 étapes qui vont être au Kavod, Gvod Adat. Gvod Adat, c'est le respect, le fait de dire ok, il y a quelque chose d'important dans la Torah. D'accord, il y en a qui pensent que la Torah c'est seulement obscur, et il n'y a rien en fait d'important là-dedans, il n'y a pas quelque chose qui a du kovet, qui a du poids, de la valeur. Donc déjà premièrement, ok, il y a quelque chose, même si je suis pas lié, mais il y a quelque chose. Ensuite, riba. Donc riba, ça veut dire une affection. Une affection pour ça. Non seulement il y a quelque chose d'important, mais en plus je suis lié un petit peu avec cette chose. Puis akara, connaître, d'accord, connaître. Donc connaître, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Torah en Israël, énormément. Ils savent pas ce qui est marqué, ils connaissent pas, c'est très important. Et kiyum, donc le fait de le réaliser. Donc voilà, regardez à partir d'un pasouk dans la Torah, selon des concepts kabbalistiques expliqués par le Rav Kook, comment est-ce qu'on peut finalement avoir des compréhensions qui nous aident un petit peu mieux à comprendre à quelle étape de l'histoire on se trouve. Et je pense que c'est extrêmement important. Shabbat shalom à tous.